Salut à tous et bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour décrypter les mystères du numérique. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un monde souvent fantasmé, parfois terrifiant, le Dark Web. Un sujet qui génère beaucoup de questions, de mythes et de vrais risques. Pour éclairer nos lanternes, j'ai le plaisir d'accueillir Léa, notre experte en cybersécurité. Salut Léa! Salut Jérémy, et bonjour à toutes et à tous. Contente d'être là pour démystifier un peu tout ça. Super! Léa, avant de parler des dangers, on entend souvent parler du Deep Web et du Dark Web. C'est la même chose? Peux-tu nous expliquer la différence simplement? Excellente question pour commencer Jérémy. Non, ce n'est pas la même chose, même si les termes sont souvent utilisés à tort comme des synonymes. Imagine Internet comme un immense océan. La partie que nous utilisons tous les jours, avec Google, Facebook, YouTube, c'est la surface, ce qu'on appelle le Surface Web ou Web de surface. C'est la partie indexée par les moteurs de recherche classiques. D'accord, la pointe de l'iceberg en somme. Exactement. Maintenant, sous cette surface, il y a une couche bien plus vaste, le Deep Web ou Web profond. C'est tout le contenu qui n'est pas indexé par les moteurs de recherche. Pensez à vos emails privés, vos comptes bancaires en ligne, des bases de données d'entreprise, des documents stockés sur des services cloud. Ce sont des informations accessibles, mais uniquement si vous avez un lien direct ou des identifiants. Ce n'est pas accessible en tapant une recherche Google. Ah, je vois. Donc le Deep Web, c'est comme mon coffre-fort numérique personnel. C'est privé, mais pas forcément sombre ou illégal. Précisément. C'est la majeure partie d'Internet d'ailleurs. Et puis, il y a le Dark Web. C'est une toute petite partie du Deep Web. Pour y accéder, il faut des outils spécifiques, comme le navigateur Tor. Ce n'est pas accessible avec Chrome ou Firefox. Le Dark Web est conçu pour l'anonymat, et c'est pour cette raison qu'il est utilisé pour le meilleur et malheureusement souvent pour le pire. L'anonymat, c'est ce qui intrigue beaucoup de monde. Pourquoi le Dark Web existe-t-il? C'est juste un repère de cybercriminels ou y a-t-il d'autres raisons? Non, ce n'est pas que ça, Jérémy. Bien sûr, une grande partie du Dark Web est malheureusement le théâtre d'activités illégales. Mais à l'origine, et encore aujourd'hui, il sert aussi des objectifs légitimes et importants. L'une des raisons principales, c'est la protection de la vie privée et l'anonymat. La vie privée donc? Oui, pour des journalistes qui communiquent avec des sources dans des régimes répressifs, des lanceurs d'alerte, ou même des citoyens ordinaires qui veulent échapper à la surveillance de masse, le Dark Web offre un moyen de communiquer et de s'informer de manière plus sécurisée. Dans certains pays où la liberté d'expression est limitée, le Dark Web permet à la dissidence de s'organiser et de partager des informations sans être immédiatement traquée. Des plateformes comme des versions cachées de Facebook ou de services de messagerie existent pour cette raison. C'est un aspect qu'on oublie souvent en effet. Il y a donc une dimension de liberté d'information et de protection des droits fondamentaux derrière ça. Exactement. Mais, et c'est le gros mais, cette même infrastructure d'anonymat attire aussi les activités criminelles, car elle rend la traçabilité très difficile pour les forces de l'ordre. Et c'est là que les risques pour nous, utilisateurs lambda, deviennent très concrets. Parlons-en des risques, Léa. Qu'est-ce qui peut arriver si mes données se retrouvent sur le Dark Web? C'est une de nos plus grandes peurs. C'est une crainte légitime, Jérémy. Le Dark Web est malheureusement un gigantesque marché noir pour les données volées. Quand une entreprise se fait pirater et que vos identifiants, mots de passe ou même numéros de carte bancaire sont dérobés, il y a de fortes chances qu'ils se retrouvent à la vente sur des forums ou des marketplaces du Dark Web. Donc, mes identifiants de compte Netflix, par exemple, pourraient être vendus à l'unité. Absolument. Des milliers, voire des millions de combinaisons d'emails et de mots de passe sont en vente. Les cybercriminels les achètent pour tenter de se connecter à d'autres services que vous utilisez, en espérant que vous réutilisiez le même mot de passe. C'est ce qu'on appelle le credential stuffing. Ils tentent de prendre le contrôle de vos comptes bancaires, de vos emails, de vos réseaux sociaux. Imaginez les dégâts. Mon Dieu, et les cartes bancaires? Les numéros de carte bancaire complets, avec date d'expiration et cryptogramme, peuvent aussi y être trouvés. Des packs de cartes sont vendus, prêtes à être utilisées pour des achats frauduleux. C'est une catastrophe pour la victime, qui doit alors bloquer sa carte et gérer les remboursements. Au-delà des données, il y a aussi les malwares, n'est-ce pas?
Tout à fait. Le Dark Web est un terrain de jeu pour la distribution de logiciels malveillants. Vous pouvez y trouver des kits pour créer vos propres ransomware, des chevaux de Troie qui permettent de prendre le contrôle à distance d'un ordinateur, des logiciels espions. Ces outils sont vendus, loués et parfois même offerts à des aspirants cybercriminels. Et le risque, c'est que ces malwares, une fois dans la nature, peuvent infecter n'importe qui, même sans avoir visité le Dark Web. Un simple clic sur un lien malveillant ou l'ouverture d'une pièce jointe suspecte peut suffire. C'est une horreur. Et les arnaques, j'imagine qu'il y en a à l'appel. Énormément. C'est un peu le Far West. Des escroqueries en tout genre prospèrent. Faux services, fausses marchandises, faux documents. Sans parler des arnaques directes où des individus se font passer pour des services légitimes mais disparaissent avec l'argent après un paiement en crypto-monnaie intraçable. Bon, ça fait un tableau un peu sombre, mais on va pas paniquer. Que peut-on faire pour se protéger ? Quelles sont les bonnes pratiques, Léa ? La bonne nouvelle, Jérémy, c'est qu'il y a beaucoup de choses simples à faire pour réduire considérablement les risques. La première règle d'or, n'utilisez jamais le même mot de passe pour plusieurs services. Ah, le fameux mot de passe unique. C'est dur à retenir, non ? C'est là qu'un gestionnaire de mots de passe devient indispensable. C'est un outil qui crée et stocke des mots de passe complexes et uniques pour chacun de vos comptes. Vous n'avez qu'un seul mot de passe maître à retenir. C'est une barrière essentielle. Ensuite, activez l'authentification multifacteur ou MFA partout où c'est possible. C'est ce fameux code reçu par SMS ou via une application après avoir entré votre mot de passe. Ah oui, le petit code en plus, ça ajoute une couche de sécurité. Exactement. Même si un pirate a votre mot de passe, sans ce second facteur, il ne pourra pas se connecter. C'est incroyablement efficace. Troisième point, faites vos mises à jour logicielles, votre système d'exploitation, vos applications, votre antivirus. Les mises à jour corrigent souvent des failles de sécurité que les cybercriminels cherchent à exploiter. Donc, on est moins vulnérable si tout est à jour. Et si mes données sont déjà sur le Dark Web, comment le savoir et que faire ? Il existe des services, souvent intégrés au gestionnaire de mots de passe ou proposés par des antivirus, qui surveillent le Dark Web et vous alertent si vos données personnelles y sont détectées. Si c'est le cas, la première chose à faire est de changer immédiatement le mot de passe concerné et tous les mots de passe que vous auriez pu réutiliser. Et si c'est une fuite de carte bancaire, contactez immédiatement votre banque. C'est bon à savoir. Et la curiosité, on a toujours envie d'aller voir à quoi ça ressemble, le Dark Web. Est-ce une bonne idée d'y naviguer juste pour voir ? Honnêtement, Jérémy, je le déconseille fortement, surtout sans une connaissance approfondie des risques et sans protection adéquate. Le Dark Web n'est pas un attraction park. Même sans chercher d'activité illégale, la simple navigation peut vous exposer à des contenus choquants, des arnaques par un adversaire ou même des malwares qui peuvent tenter de s'installer via des failles de votre navigateur ou de votre système. Le risque d'être confronté à des choses que vous ne voulez pas voir est élevé et le risque d'y laisser des traces, même infimes, ou d'y télécharger quelque chose de malveillant est réel. Donc, on reste prudent. Mieux vaut s'informer de loin et appliquer les mesures préventives dont tu as parlé. Un dernier conseil pour nos auditeurs, Léa. Restez vigilants. L'information est votre meilleure arme. Ne cliquez pas sur n'importe quel lien. Méfiez-vous des emails ou messages suspects et éduquez-vous sur les bonnes pratiques de cybersécurité. C'est un effort continu, mais indispensable dans le monde numérique d'aujourd'hui. C'est un message très clair. Un immense merci à Léa pour ses explications éclairantes sur un sujet complexe et crucial. Ça nous aide vraiment à mieux comprendre et surtout à mieux nous protéger. Avec plaisir, Jérémy, et merci à vous pour votre écoute. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de la Minute Cyber. On espère que cette plongée dans le Dark Web vous a été utile. N'oubliez pas, la sécurité en ligne, c'est l'affaire de tous. On se retrouve demain pour un nouveau décryptage. D'ici là, restez connectés, mais surtout, restez en sécurité. Salut tout le monde!